le One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, les maladies cardiovasculaires font rage. Quelles en sont les causes et comment prévenir ou en guérir? On en saura davantage à travers l'instant du jour et puis la rentrée scolaire verte 3 ans après. On reviendra sur les objectifs qui ont sous-tendu ce projet gouvernemental et dégager un petit bilan à propos. Vous êtes sur One TV et c'est One Morning. Eh bien bonjour, une fois de plus, on marque donc le premier arrêt pour constater ce que les confrères ont publié ce matin. C'est à travers la revue des titres. Baker Sanguita pour cet exercice, bonjour. Bonjour à Métonou, bonjour à toutes et à tous. Togo Matin, ce matin, nous plonge dans le fonctionnement de l'appareil judiciaire et apporte des innovations à ce niveau, mais également n'a pas manqué de rappeler que nous sommes dans le mois d'octobre, le mois rose. Évidemment, le mois consacré donc à la lutte contre le cancer de sein. D'abord, on va commencer par Togo Matin qui met en lumière plusieurs sujets. La justice togolaise est à l'honneur avec l'installation officielle du bureau d'accueil d'information et d'orientation des justiciables Bayoge. Ce bureau a été inauguré au tribunal de grande instance de Lomé et vise à mieux orienter les citoyens dans le cadre de leur démarche judiciaire. En parallèle à l'initiative internationale d'Octobre Rose, dédiée donc à la lutte contre le cancer de sein, vous en parlez il y a un instant. C'est également à l'agenda de Togo Matin qui titre Pia montre son engagement contre le cancer de sein, soulignant l'implication de la plateforme industrielle d'Adetikopé dans cette cause en partenariat avec l'association l'ONG All for Change pour sensibiliser et contribuer donc à la lutte contre cette maladie. Et l'entrepreneuriat a le vent en poupe dans le pays et c'est beaucoup plus le volet économique qui est mis en avant. Et évidemment, c'est l'entrepreneuriat qui est mis en avant avec le titre L'entrepreneuriat a le vent en poupe au Togo. Malgré donc les défis posés par l'inflation et les conséquences de la pandémie de Covid-19 et de la guerre en Ukraine, le climat des affaires au Togo continue de s'améliorer. Le pays figure parmi les nations évaluées dans le rapport Be Ready 2024 de la Banque mondiale, démontrant ainsi sa résilience et son dynamisme entrepreneurial. La lanterne, cette fois, jette son regard critique sur la justice et évoque l'affaire du riz avarié. Et évidemment, il intitule son article « Non aux démarcheurs », donc dénonçant des pratiques douteuses autour des services judiciaires. Par ailleurs, le journal attire l'attention sur un scandale alimentaire avec du riz avarié sur un dépotoir dans la commune d'Aguanivé. Vous allez le voir donc sur les images. L'image frappante relayée donc par le quotidien témoigne d'une gestion préoccupante dans les denrées alimentaires au niveau donc de cette commune. Au niveau de cette commune, on reste donc avec la lanterne qui parle de l'actualité politique internationale qui intéresse donc ce bi-hebdomadaire. Évidemment, la politique africaine a aussi abordé la lanterne, donc fait un détour par les élections législatives anticipées au Sénégal où 2 listes de la coalition de Macky Sall ont été invalidées. De plus, le quotidien revient sur donc la situation politique au Cameroun, titrant malgré sa santé assez inquiétante, Paul Biya appelé à briguer donc un nouveau mandat. Cela suscite une interrogation sur les intentions réelles des dirigeants africains face aux enjeux démocratiques. Victime collatérale de la situation au Liban, eh bien la presse béninoise rappelle les exigences et surtout les injonctions du gouvernement à l'endroit de leurs ressortissants. Évidemment, c'est le matinal et Libération qui partagent donc une préoccupation commune, la situation sécuritaire au Liban. En effet, le matinal informe sur que la destination Liban est désormais déconseillée donc aux Béninois à cause de la détérioration sécuritaire dans ce
pays. Le gouvernement béninois, à travers un communiqué du 8 octobre 2024, invite donc les ressortissants à éviter de s'y rendre et encourage ceux déjà sur place à regagner le Bénin en empruntant des vols disponibles. De même, Libération renforce cet avertissement avec un article intitulé « Les recommandations du gouvernement » aux ressortissants béninois. Le ministre des Affaires étrangères, Olusegun Bakary, exhorte donc les compatriotes présents au Liban à quitter le pays dès que possible, donc à la lumière de la montée des tensions dans la région. Alors, de quel pays on parle? On parle du Bénin et ses citoyens qui vont rentrer, vont le trouver dans quel environnement? C'est bien sûr cette question qui préoccupe des confrères, l'insalubrité et l'occupation anarchique des espaces publics, surtout dans la ville de Porto Novo, évoquée par la presse. Évidemment, c'est le matinal qui aborde cette question d'insalubrité sous le titre « Quand l'incivisme résiste aux autorités ». Le journal met en lumière les difficultés des autorités à faire respecter les règles de salubrité publique malgré les nombreuses tentatives de sensibilisation. Libération donc quant à lui donc célèbre une réussite nationale avec la 6e édition de la Journée mondiale du coton. Le Bénin donc a réussi à organiser cet événement international marquant aussi son engagement dans le secteur du coton, un domaine vital pour son économie. Le quotidien, l'hebdomadaire Olofofo, pour sa part, parle de la gestion des affaires publiques au Bénin, tout comme au Sénégal. Évidemment, c'est le journal qui titre « Patrice Talon, un président désormais seul », décrivant la situation politique actuelle où le président béninois semble avoir perdu l'appui de plusieurs de ses alliés historiques à un an et demi donc de la fin de son mandat. L'éditorial d'Arimi Chabadé, intitulé « Malédiction sur la succession de Talon » s'interroge sur les défis à venir pour le président et les incertitudes qui pèsent sur sa succession. Enfin, Olufofo fait également un détour pour la politique sénégalaise avec un titre analysant les raisons d'un retour prématuré de Macky Sall sur la scène politique. Ce dernier, bien que prédécesseur de Bassirou Diomaye Faye, voit dans les législatives anticipées une opportunité de redevenir une figure incontournable de la politique sénégalaise. Et pour y arriver, il faut passer donc par les législatives du 17 novembre, une élection donc qui est revenue largement dans la presse sénégalaise ce matin. Et c'est le Sud Quotidien au niveau du Sénégal qui ouvre donc le bal avec la validation des listes des candidats aux législatives anticipées, titrant « La DGE rend son verdict ». Selon le journal, la Direction générale des élections DGE a validé 41 listes de candidatures, tandis que 8 ont été rejetées, dont 6 éliminées d'office. Il souligne également que les listes recalées ont seulement 24 heures pour revenir dans le jeu. Dans ce contexte législatif tendu, Macky Sall et ses alliés ont déposé un recours contre Ousmane Sonko, accentuant ainsi la rivalité politique entre les deux figures majeures. Le Témoin quotidien aborde dans la même thématique en titrant Sonko, Macky, Amadouba, la guerre des trois aura lieu. Ici, le journal confirme également la rétention provisoire de 41 listes par la DGE pour les législatives du 17 novembre, tout en mettant en lumière la montée des tensions entre Sonko, Macky Sall et Amadouba. Le quotidien relaie également un appel lancé par Dr Omar Cissé qui invite les électeurs de Rufisque à voter massivement pour le PASTEF au nom de la cohérence et de l'éthique politique. Walf Quotidien, quant à lui, se focalise sur les risques que court Macky Sall dans ces élections législatives. Dans son article intitulé « Macky et les législatives, bi-retour risqué », le journal souligne que la position de Macky Sall est délicate, notamment à cause des actions judiciaires qui pèsent sur Sonko, désigné à la tête de liste de PASTEF. En effet, les 7 sages saisis sur la tête de liste du PASTEF, évoquant ainsi un Sonko en sursis dont l'avenir politique reste incertain. Ce qui n'est plus incertain, c'est le départ d'Aliou Cissé de la tête des Lions de la Teranga, et le sujet est revenu ce matin dans
dans la presse. Et en dehors des législatives, Walf Quotidien traite également d'une actualité sportive évoquant le out de Ali Cissé. Le journal publie les déchirantes confessions de Koulibaly, dans lesquelles le capitaine des Lions exprime ses inquiétudes sur l'impact que cette situation pourrait avoir sur les jeunes joueurs au sein de l'équipe sénégalaise. Merci donc à vous pour cette note sportive sur laquelle donc nous mettons un point final à la revue pour le compte de ce matin. On vous retrouve donc jeudi pour d'autres publications. On fait place maintenant à la santé. Il s'agit bien sûr des maladies cardiovasculaires. Elles font rage. Il n'y a plus d'âge aujourd'hui donc pour en souffrir. Alors quelles sont les causes de ces affections et comment les prévenir ou si possible en guérir? Élément de réponse à travers l'instant du jour. Les maladies cardiovasculaires ou cardio-neurovasculaires sont la première cause de mortalité dans le monde, avec en tête l'hypertension artérielle. Au Togo, selon plusieurs études, la prévalence de cette maladie atteint 35 à 40% de la population. Une maladie cardiovasculaire peut se définir tout simplement par des maladies qui vont toucher le cœur et les vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins, c'est toutes les canalisations qui jouent le rôle ou qui favorisent la circulation sanguine. Donc, ce sont des maladies qui touchent à la fois le cœur ou les vaisseaux ou les deux. Ces maladies cardiovasculaires, elles sont multiples. Il y en a plusieurs, dont le chef de file est l'hypertension artérielle, avec toutes ces complications que sont les accidents vasculaires, les AVC, sont des accidents vasculaires cérébraux. Il y en a deux types. Il y a les hémorragiques et les ischémiques. Il y a l'infarctus du myocarde. Pourquoi on appelle chef de file l'hypertension artérielle? C'est une maladie qui est très fréquente aujourd'hui. Elle représente le premier motif de consultation dans nos hôpitaux et surtout en cardiologie. Au Togo, selon plusieurs études, à la fois des études hospitalières et quelques études à l'université, nous sommes l'hypertension artérielle, la prévalence de l'hypertension artérielle est autour de 35, voire 40% aujourd'hui. Les gens, une fois qu'on leur dit qu'ils ont la maladie, les gens négligent un petit peu la maladie. Il y a la négligence parce que ce n'est pas une maladie qui vous empêche de vaquer à votre occupation. Vous dites, c'est vrai, je suis hypertendu, mais bon, je continue mon travail. Habituellement, les gens, ils ne prennent pas les médicaments. Vous voyez, quand on prend 100 personnes qui ont été diagnostiquées comme étant hypertendues, 45% de ces personnes ne sont pas sous traitement. Le reste, ils peuvent être sous traitement, mais ils ne sont pas contrôlés. Les complications de l'hypertension peuvent entraîner la paralysie ou dans les cas les plus graves, la mort. Cependant, c'est une maladie qui peut être facilement prévenue en adoptant une vie saine. Si la maladie est déjà présente, il est essentiel de suivre les conseils des spécialistes et de prendre les médicaments prescrits quotidiennement. Cette maladie est une maladie qui est franchement préventive. C'est une maladie qu'on peut l'éviter. Il y a des moyens simples pour éviter la maladie, l'hypertension en général. Il y a des moyens simples afin d'éviter la maladie. Donc, le long de l'âge, on fait attention à tout ce que nous faisons, on diminue tout. Il y a un adage qui dit que après 50 ans, il faudra franchement doser sur certains points. La consommation du sel, la consommation du sucre, la consommation des graisses, le stress. Il faudra diminuer plus à partir de 50-60 ans, se faire des histoires pour rien, avoir des problèmes au boulot, des services, dans des familles, avec son partenaire, avec son conjoint, son épouse, sa femme. Ça ne sert à rien, ça ne vous apporte que des maladies et ça écourte plus la vie. À partir de 50-60 ans, il faudra faire attention. Les hommes, ils se donnent à plusieurs automédication peut être physique sexuellement en bon état et ça entraîne beaucoup de maladies cardiovasculaires, surtout la crise cardiaque. On a déjà appris des décès des personnes pendant l'acte sexuel. Quand la maladie est là, il y a des choses aussi à faire.
Vous êtes hypertendu, on vous déclare hypertendu, acceptez la maladie, faites face à la maladie, prenez vos médicaments. La prise des médicaments, malheureusement, c'est tous les jours. C'est un traitement à vie. Donc, les moyens simples aussi pour éviter, il faudra vraiment diminuer la consommation du sel, la consommation du sucre, la consommation des graines, manger sainement. Sainement, c'est comment? Manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Quand on dit légumes et fruits, les gens se donnent à des fruits. Bien sûr que c'est des fruits, c'est naturel. Mais tu ne peux pas t'asseoir et manger 10 bananes et manger 10 oranges. Vous serez diabétique. On a dit une portion, ça a dit une banane, une orange, en dehors des repas. De ça, si vous voyez. Et puis faire du sport, éviter l'alcool, éviter le tabac, les chichas, tout ça. Il faut noter qu'aujourd'hui, les femmes sont les plus touchées par les maladies cardiovasculaires et face à l'ampleur de ces maladies, la prévention reste la meilleure arme. Une prise de conscience collective et individuelle est nécessaire pour inverser la tendance et protéger les générations futures. Voilà, je crois que chacun doit pouvoir donc tirer le son de l'instant pour pouvoir savoir quoi manger, quand le faire et également les réflexes à avoir quand certains signes commencent à se faire ressentir. Voilà, mesdames, messieurs, place maintenant à la causerie. Ce lundi 30 septembre 2022, un événement inédit se déroule à environ 40 km de Lomé. Il s'agit de la mise en terre de jeunes plants dans l'école primaire publique de Divé. Nous sommes à Tivier, marquant ainsi le début d'un projet gouvernemental, la rentrée scolaire verte. 3 ans après, beaucoup de choses ont été faites. Les acteurs ont continué l'œuvre. Aujourd'hui, c'est quoi l'objectif de ce projet et quel est le bilan qui se dégage? C'est bien sûr de cela que nous allons parler autour du thème Togo reboisement, rentrée scolaire verte. Quel bilan? Eh bien, 2 acteurs non pas forcément dans le même registre, mais qui s'inscrivent dans la droite ligne de cette initiative environnementale. Capitaine Amadou Sounka Abibatou, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, je rappelle que vous êtes le directeur préfectoral environnement à Gouenivé. Merci pour votre présence sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. En face de vous, c'est Hervé Adjaro. Lui, on ne le présente plus régulièrement sur ce plateau. Il défend les causes de l'environnement puisqu'il est journaliste spécialisé sur la question. Monsieur Adjaro, merci encore une fois d'être là. Merci, parce que c'est un plaisir d'être là. Alors, pour passer de 24,24% à 25% d'ici 2025, je crois que c'est là la vision, et mettre en terre 1 milliard de plans d'ici 2030, il faut une mobilisation générale, y compris celle des apprenants selon le gouvernement. Alors, concrètement, de quoi s'agit-il à travers ce projet, capitaine Amadou? Merci beaucoup. Permettez-moi, avant de répondre à cette question, de dire merci au directeur de la chaîne de télévision One TV et à vous-même, messieurs les journalistes, et pour l'intérêt que vous portez aux questions liées à l'environnement. Et ceci témoigne qu'aujourd'hui, la question de l'environnement n'est plus une affaire d'une seule personne, mais c'est de l'ensemble de tous les acteurs. Maintenant, pour revenir à la question que vous venez de poser, il faut dire que la rentrée scolaire verte est une opération initiée par le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières qui consiste à chaque rentrée scolaire qui habituellement se déroule au Togo et dans le mois de septembre, qui est un mois pluvieux, et à réaliser des reboisements dans les établissements scolaires et en collaboration avec les enseignants et la participation effective des apprenants. C'est très important ce détail. Et avant la mise en terre des plans dans ces écoles-là, nous sensibilisons les élèves sur l'éducation environnementale, et notamment des questions qui concernent l'importance de l'arbre, le réchauffement climatique que nous tous nous subissons aujourd'hui, les conséquences néfastes, et la pollution
Et bref, des questions qui touchent l'éducation environnementale. En général. Oui, merci beaucoup. Alors, Hervé Adjaro, vous qui êtes spécialiste des questions de l'environnement, c'est ce que vous avez suivi le début de ce projet. Est-ce que vous avez pensé, puisque entre-temps on avait évoqué un pareil sujet où vous estimez que vous avez mis cette volonté d'associer des communes à une initiative, un enfant qui naît, on met une plante en terre. Mais aujourd'hui, c'est les établissements que le gouvernement a choisi à travers le ministère de l'Environnement, comme vient de le dire capitaine Amadou. Est-ce que vous pensez que c'est un projet qui va également dans la droite ligne de votre vision à vous? Merci beaucoup, cher confrère Ameton. Il faut dire que c'est déjà une bonne nouvelle. Si on ne peut pas commencer ça à la base de la naissance, mais déjà quand on commence par fréquenter et on arrive à inculquer cette notion à ses enfants, c'est déjà une bonne nouvelle. Ce qui veut dire que du moment où le fait que nous on avait initié ce projet de permettre que l'enfant qui naît aujourd'hui, on mette en terre un plan en son nom. Quand il va grandir, il va prendre soin de ce plan jusqu'à ce que le plan n'ait le même âge que lui. On n'est pas arrivé disons, à mettre ça en place ou bien à le réaliser parce qu'il y a eu assez de contraintes et des communes qui se sont accaparées en changeant juste un peu la formule. C'est quand même une bonne nouvelle que ces communes arrivent à le faire. Ce n'est pas pour le moment négatif, c'est déjà bon. Maintenant, du moment où le gouvernement et le ministère de l'Environnement avancent un peu d'un pas en touchant réellement le sujet au niveau de l'éducation, en associant les élèves quand ils ont déjà commencé par étudier. Déjà dans les classes à partir de C1, on commence par dessiner les plantes dans leur cahier. C'est quand même une leçon. Du moment où ils sont enseignés sur la plante et le projet arrive à point nommé pour leur dire maintenant, sachant l'importance de la plante, il faut maintenant appliquer cela en mettant en terre un plan, jeune plan. C'est une bonne nouvelle et sûrement que dans les jours à venir, dans les mois, dans les années à venir, ces jeunes enfants qui grandissent aujourd'hui deviendront des éco-citoyens qui vont prendre soin de ces plans et même devenir en même temps des activistes pour protéger ces plans et amener des autres enfants à mettre en tête des plans. Alors, capitaine Amadou, pourquoi une rentrée scolaire verte alors qu'il y a quand même une journée de l'arbre? On pouvait quand même profiter de cette journée pour mettre en terre les plantes, non? Oui, merci beaucoup. Et aujourd'hui, je ne sais pas si le journaliste environnemental a déjà débattu de ça ici. Et on ne parle plus de journée de l'arbre, plutôt de la campagne de reboisement. Et c'est une campagne, une bonne période. Voilà, et c'est une campagne qui s'étend sur une grande période. Et il y a plusieurs activités, dont le 1er juin qui marque le lancement de la campagne de reboisement. Et ce jour, vous voyez une grande mobilisation de la population qui, tout le monde cherche à mettre au moins un plan en terre. Donc parmi ces activités qui meublent cette campagne de reboisement, aussi il y a la rentrée scolaire verte. Donc comme nous sommes passés de la journée à la campagne, voilà les différentes activités. Il y a bien d'autres. Voilà les activités qui meublent cette campagne-là. Et le 1er juin n'est que le jour qui marque le lancement de cette journée. Et la rentrée scolaire verte vient se greffer à cette activité qui compose avec d'autres activités la campagne de reboisement. Eh bien, Adjaro, est-ce que vous notez vraiment un engouement durant cette campagne ou simplement la journée de l'arbre qui était le 1er juin connu de tous est seulement nécessaire? Non, c'est une bonne nouvelle et c'est aujourd'hui quand vous voyez, quand on parle de rentrée scolaire verte, déjà ça frappe. C'est encore quoi? Il faut que j'y aille pour savoir, pour découvrir sa quintessence. Et ça fait que quand on parle de ça, déjà les élèves même ont déjà une joie pour s'y mettre. Et vous devez aussi savoir que, parlant du programme, des activités qui meublent cette campagne dont parle le capitaine, il faut dire que quand vous voyez les activités que fait le chef de l'État, à chaque fois que le chef d'État participe à un événement, il met toujours un plan en terre. C'est parce que vous avez fait ça. Durant la période. Ouais. Et voilà, durant la campagne. La campagne, ça couvre, disons, en raison, ça couvre un an, peut-être, on peut le dire, parce que dès qu'il n'y a plus,
il y a une séance de mise en terre de plan. À chaque événement que le président de la République participe, ils sont en train de faire quand même son éloge, bien sûr. Ils mettent toujours en terre un plan et ça attire les enfants qui regardent ça bien. Il faut que nous aussi, on arrive à faire cela. Et du moment où cette cérémonie, bien, cette campagne, bien, cette activité de rentrée scolaire verte est arrivée, vous allez voir que les enfants ont eu déjà le goût de la chose et ça commence par rentrer dans leur habitude. Et il y a de l'engouement et sûrement que le jour où l'année viendra et qu'on ne parlera plus de rentrée scolaire verte, les enfants vont se poser des questions. Ils vont se poser des questions. Justement, cela va m'amener à vous demander, puisque on sait très bien, autant que nous sommes, on a fait les bancs, c'est seulement les 1er juin qu'on plantait les arbres par le passé. Mais pourquoi c'est seulement il y a 3 ans que cette idée-là est venue? Oui, comme je le disais tantôt, depuis 1977 que la journée de l'arbre a été lancée, et vous allez remarquer que le reboisement se limitait à cette seule journée du 1er juin. Et vu aujourd'hui les urgences climatiques, il faut changer de stratégie. Okay. Et voilà pourquoi nous avons adopté la campagne de reboisement qui prend en compte toutes les couches sociales. C'est-à-dire le 1er juin, peut-être que ça peut peut-être intéresser les ministères sectoriels, les associations, mais les enfants sont toujours laissés de côté. Et donc, cette initiative va permettre de prendre en compte toutes les couches sociales, dont les apprenants. Voilà, dont les apprenants, vous parlez apprenants en termes de scolaire. Oui. Ça m'amène à vous demander, puisqu'il y a les autres corps de métier également, les couturiers, les coiffeuses, les petits apprentis mécaniciens, menuisiers, ils font partie également du corps de l'apprentissage. Est-ce que votre campagne les intéresse également, ou c'est seulement ceux qui sont en tenue kaki et donc qui vont à l'école, qui sont intéressés par cette rentrée verte? Effectivement, cette initiative concerne tout le monde, mais pour le moment, les réflexions sont en cours pour voir dans quelles conditions on va impliquer cette tranche sociale de la population. Et n'oublions pas qu'avant le lancement en 2022, comme vous venez de le mentionner, il y a eu des rencontres avec les acteurs de l'éducation du Togo pour voir comment il fallait prendre en compte tous ces apprenants dont vous parlez. Mais il a été facile au niveau de ceux qui portent le kaki parce que eux, ils ont de l'espace. Actuellement, il y a des écoles, il y a de l'espace qu'on peut facilement aller vers eux avec les collectivités locales, les acteurs locaux pour mettre en œuvre cette initiative. Mais par exemple, quand on prend les apprenants, et les autres apprenants, comme vous le dites, c'est vrai qu'ils ont des centres de formation. Mais pour le moment, il n'y a pas un site comme ça dédié qu'on peut trouver et qui sera dédié à tous ces apprenants qui viennent de plusieurs horizons. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Mais pour le moment, les réflexions se poursuivent au niveau du ministère pour voir comment on pourra les prendre en compte. Ils ne sont pas du reste. Alors, Evel Diakhou, vous qui protégez l'environnement, quand on prend les mécaniciens, ils déversent des huiles dans la nature, c'est eux qui polluent l'environnement. Les menuisiers, c'est eux qui font de l'abattage des arbres, donc ils détruisent les plants qui sont mis en terre et qui ont duré dans le temps, mais malheureusement, pour le moment, ils ne sont pas encore pris en compte. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut trouver un mécanisme pour les impliquer davantage afin qu'ils puissent réparer un tant soit peu le tort qu'ils causent à la nature? En fait, ils sont pris en compte. C'est que pour le moment, on ne les voit pas sur le terrain activement. Oui, vous le verrez quand vous approchez des chambres de métier. Parce que moi, j'ai déjà fait des dossiers avec les chambres de métier. Il y a de cela au moins 4 ans, 5 ans. J'ai fait un tour dans le Bamono. Chambre de métier de Bamono, ils ont un espace où ils ont leur bureau, l'installation là. Ils mettent en terre des plans là-bas. Et l'année 2023, si je ne me trompe pas, ils ont même, on a même soutenu le champ de métier de Bamono avec l'aide du directeur Adjigo de Bamono, et ils ont mis en tête des plans là-bas. Ça veut dire qu'il y a des corps de métier qui s'y mettent. Maintenant, il faut donc qu'on puisse les amener à comprendre ce que c'est exactement.
quand vous faites allusion à ces mécaniciens qui versent des huiles partout, ces huiles-là qui détruisent la terre et surtout la couche de zone, le sol bien sûr, et détruire les nutriments qui peuvent aider à ce que la culture puisse être bien prospère. Là, il faut maintenant pousser loin un peu la civilisation, les amener à comprendre ce que c'est, ce qu'ils font et comment ils peuvent corriger cela et les aider rapidement à pratiquer cette séance de mise en terre de plan et aussi faciliter ce côté-là avec une discussion, bien communication avec les chefs de village, parce que aujourd'hui, quand vous appelez quelqu'un de mettre en terre un plan, il te dira directement, je n'ai pas de terre. Tout ça. Alors, capitaine Amadou, c'est toujours bien de mettre en terre les plans, mais le mécanisme de suivi, c'est ça le réel problème. On sait qu'on met peut-être 500 000 plans en terre pour une année, c'est une façon de parler. Mais peut-être à peine 1000 suivis parce que personne ne vient arroser, personne ne vient protéger contre les bêtes, personne ne vient protéger contre les insectes. À votre niveau, qu'est-ce qui est fait pour que l'on s'assure effectivement de ce que le couvert, ne serait-ce qu'au niveau des écoles sélectionnées dans le cadre de ce projet-là, soit vraiment suivi et protégé pour que l'objectif soit atteint? Oui, merci beaucoup. Et les données ont changé avec la campagne de reboisement, où il a établi un bon système de suivi. Maintenant, quant à ce qui concerne au niveau des établissements, il faut dire que les agents forestiers font le suivi permanent avec des visites régulières sur les sites pour éventuellement remplacer les plants qui sont morts, qui n'ont pas résisté. Mais il faut rappeler que les apprenants sont les premiers surveillants de ces plans, comme dans ces écoles-là. Et ils sont responsabilisés? Ils sont responsabilisés. Le jour même de la mise en terre? Le jour de la mise en terre, ils sont responsabilisés et en collaboration avec le corps enseignant. Et à travers des sensibilisations, nous nous sommes rendus compte que les élèves sont déjà je vais dire, aguerris et savent ce qu'il faut faire pour protéger un plan. Monsieur Adjaou est témoin. La dernière sensibilisation qu'on a faite dans un établissement scolaire à Koignivé, et le EPP à Tiémé, où les enfants même qui ont donné des réponses, comment il fallait faire pour entretenir un arbre. Donc ils sont au courant qu'ils savent ce qu'il faut faire pour la protection des plants qui sont mis en terre dans leurs écoles. Et c'est au fait l'objectif. Ils savent qu'il faut arroser. Et depuis le jour que nous avons mis en terre les plants, l'arrosage continue parce que nous avons connu une petite poche de sécheresse. Donc ils ont continué l'arrosage. Ils savent aussi que, comme dans certaines zones à Lomé, les animaux sont encore en divagation, qu'il faut surveiller ces plants contre ces animaux qui sont en divagation et qu'il faut cercler autour. Ce sont les réponses que je suis en train de vous donner ici. Donc il faut cercler aussi autour. Donc vraiment les sensibilisations que nous menons dans ces écoles, ça porte des fruits. Est-ce que vous avez fait aussi un tour, parce qu'il y a 3 ans que ce projet est en cours, pour voir si déjà à DV, par exemple, à TV où le projet a pris corps, est-ce que les arbres ont poussé? Oui, et je crois que mon collègue de Zio, c'est lui qui peut répondre à cette question parce que DV, c'est dans la préfecture de Zio. Oui, mais ce qui concerne la préfecture d'Agoignivé, il y a 3 ans de cela, effectivement, que nous avons commencé cette initiative. Et il y a des écoles que c'est grâce à cette initiative qu'il y a les plans aujourd'hui. Les directeurs ont témoigné qu'après plusieurs tentatives, ils n'ont jamais eu de résultat. Mais avec cette initiative aujourd'hui, les plans que nous sommes allés mettre là-bas sont toujours en vie et se portent très bien. On va revenir tout à l'heure aux sélections qui sont faites parce que tous les plans ne sont pas adaptés à toutes les formes de sol aussi. Donc on va parler des sélections que vous faites puisque vous êtes donc au niveau des eaux et forêts pour que ces populations puissent vraiment bénéficier de ces produits. Alors, est-ce que la réponse du capitaine Amadou n'est pas le politiquement correct? Le mécanisme de suivi, on connaît le 1er juin, des espaces sont choisis dans les préfectures pour la mise en place des terres, mais on sait très bien la suite. Est-ce que vous certifiez au moins tout ce qu'elle dit au vu du constat, au vu de l'empirisme que vous avez sur le terrain?
Les réponses sont correctes, mais il faut essayer d'ajouter qu'il doit y avoir toujours des problèmes à certains niveaux. Le suivi est programmé, le suivi est fait. Ceux qui ont mis en tête des plans font l'essentiel. Si on parle des élèves, l'autre fois j'étais avec l'équipe de la préfecture d'Aguenivé du parc de développement de l'environnement quand ils ont fait le tour de Atiem et de Corvé. Oui, EPP Corvé. Oui. On était ensemble dans ces deux établissements. Les enfants étaient vraiment très contents. Les réponses que ces enfants avançaient, je me suis dit, est-ce qu'on leur avait dit cela d'avance ou bien c'est au fur et à mesure que les questions arrivent qu'ils répondaient? Parce que c'était vraiment comme des questions-réponses directement. Les enfants connaissaient pratiquement tout. Maintenant, le problème du suivi pour prendre soin de ces plans, c'est les entourages, c'est-à-dire l'entourage. Les maisons qui entourent ces écoles-là, les riverains de ces plans, ce sont ces personnes-là qu'on doit vraiment surveiller. Parce que l'enfant, le directeur, l'enseignant ne peut pas aller directement à la maison de cette personne pour leur dire ne venez pas détruire les plans. Je me souviens au moment où on mettait en tête les plans à un piatier, mais il y avait des gens qui voulaient encore passer et marcher sur des plans. Mais c'est comme si les gens ont toujours encore cette mentalité de ce qu'on fait là, ça ne m'engage pas. Et ça peut créer des soucis dans l'avenir parce que quand un enfant aujourd'hui commence pas à avoir cette culture de prendre soin d'un plan, alors qu'un adulte qui devait être son éducateur sur ce point arrive à détruire la chose, vous ne voyez pas que dans l'avenir il y aura un problème. Et ça va agir aussi sur cette politique-là que Feu et Adema mettaient en place. Dès qu'on voit un animal qui rôde dans la rue, il faut qu'on l'abatte. Et récemment, la mairie de Golfe 5, si je me trompe, avait démarré cette politique-là d'arrêter toutes ces bêtes qui errent dans la rue. Mais je ne sais pas pourquoi, juste c'est comme si c'est un peu arrêté. Il faut qu'on continue encore par mettre en place cette politique-là pour arrêter tous ceux qui laissent leurs bêtes divaguer dans la rue, détruire tout. D'abord, ça coûte des accidents dans les ruelles. Et maintenant, quand on met des plans, on sait qu'aujourd'hui, on n'a pas... toutes les écoles n'ont pas eu de clôture. Est-ce que là aussi, ce n'est pas la faute à l'État qui doit clôturer quand même ces écoles pour sécuriser déjà les enfants? Voilà, ça peut venir. On peut dire que c'est d'abord une faute à l'État. Mais à l'heure où nous parlons, il faut d'abord qu'un établissement soit à un niveau donné pour qu'il y ait le bâti au complet pour voir comment clôturer. Maintenant, en attendant que les établissements soient clôturés et qu'on mette des plans, il faut que les plans là servent de clôture en attendant. Il faut donc que ces plans protègent les élèves quand les plans grandissent et quand une voiture déraille. Les plans peuvent être un blocus pour la voiture qui peut causer un accident. Donc, il faut que ces plans soient protégés, surtout par les riverains qui sont autour de ces écoles-là. Qui ont parfois même leurs enfants à l'intérieur de ces écoles. Voilà, il faut donc que ces personnes soient vraiment sensibilisées et qu'ils soient conscients de ce qui se passe là-bas. Est-ce que vous avez de ces retours aussi que les populations riveraines n'ont pas encore conscience de l'enjeu environnemental? Oui, nous avons fait le constat ensemble parce que, comme il vient de le dire, nous avons fait le tour ensemble le jour de la rentrée scolaire VET dans cette préfecture. C'était le 27, je crois, le 27 septembre. Et on a été surpris que le lendemain matin, dans une école, au niveau de l'EPP Corvé, que les plans ont été arrachés par les riverains, comme il venait de le dire. Bon, nous avons essayé de les remettre en faisant appel au chef du quartier qui nous demande de chercher peut-être un gardien, de trouver un agent de sécurité qui va surveiller ces plans. Bon, nous étions étonnés que jusqu'aujourd'hui, où c'est-à-dire que nous vivons tous les effets des changements climatiques et nous savons quand même que l'arbre participe à l'atténuation du réchauffement climatique et qu'aujourd'hui encore, que nous, agents forestiers, volontairement, nous allons vers la population pour mettre en terre des plans et que ces gens détruisent, c'est vraiment déplorable. Mais c'est de petits plans, mais qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Est-ce qu'ils veulent planter ça chez eux?
Non, ce n'est pas des petits plans. Au fait, c'est une réserve administrative et les riverains utilisent ce terrain pour jouer. Et ils trouvent déjà qu'en mettant les plans, nous sommes en train de perturber leur espace de les chasser de là. Mais c'est une réserve de l'école. Oui. Si vous permettez, il faut donc qu'on commence par arrêter ce genre de choses. Une école appartient à l'école. Bien sûr que ça appartient à la localité, disons à la communauté, mais il faut donc qu'on sache que si il est permis que les gens viennent jouer à l'intérieur d'un établissement, qu'ils puissent respecter les règles de l'école. L'école est là, il y a un terrain, bien sûr, vous y jouez, mais quand on commence par protéger ce terrain, c'est à vous de venir aider les populations, disons, aider les agents qui font ce travail à ce que le terrain soit protégé pour que vous puissiez avoir encore assez. Si un jour arrivé, cette école soit clôturée, est-ce que pourront encore avoir accès à l'établissement? C'est impossible. Je fais cas de l'établissement du lycée de Agua Est, au niveau de la maison du ministre Bawara. Vous voyez l'école là, au début, c'était pas clôturé. Les gens jouaient. Maintenant, quand on a commencé par clôturer, c'est comme il y a un petit problème, on a laissé la partie du terrain, on a juste clôturé l'établissement. Le stade est ouvert comme ça à qui veut entrer. Là, si quelque chose, un jour les gens jouaient, que le ballon passait pour rentrer dans une classe. Bon, c'est une question. Il faut donc que ceux qui sont riverains des écoles, et quand on commence par mettre des plans aux alentours des écoles, que ces personnes aient l'amabilité d'approcher l'établissement, de devenir en même temps le gardien, de former un corps pour protéger ces plans et continuer par utiliser le terrain. Sinon, comme l'a dit le capitaine, peut-être c'est comme si on est en train de les interdire l'accès au terrain là, et ils commencent par faire des choses. Bon, mais en réalité, ça, on ne devrait même pas en arriver là, parce que dans chaque commune, au moins, il y a un espace qui est dédié au jeu. À Gouet, dont vous parlez, un peu après le marché, il y a quand même un grand terrain où tout le monde peut venir se défouler, parce que le sportif, ça fait également la marche, ça fait également des petits foulées. Oui, donc, cet acte, c'est carrément de l'incivisme, et les auteurs devaient être punis conformément aux tests disponibles. Bon, c'est une parenthèse qui était ouverte, qui est encore refermée. On revient à vous, capitaine Amadou, pour parler des types de plans que vous proposez. Parce que compte tenu du dérèglement climatique dont vous parlez, tous les plans ne peuvent pas résister au temps, les poches de sécheresse sont également aidants. Donc quels sont les types de plans que vous proposez, aussi bien pour la durée comme pour le bénéfice également pour les populations? Parce que les fruitiers, les enfants doivent adorer ça. Oui, en fait en agglomération, nous utilisons souvent des fruitiers. Mais dans les écoles, comme l'objectif c'est après tout de créer l'ombrage, nous prenons des arbres ombrophiles, et à l'instar du Sénaciamea que nous avons plus reboisé dans ces écoles-là. On l'appelle comment en langue? C'est Zangarati, oui, les Zangarati, que nous utilisons beaucoup dans la préfecture. Aussi, il y a le Sénaciamea qu'on appelle, pas le Sénaciamea, excusez-moi, le Kaya sénégalensis, que nous appelons communément le Mahogan, que nous utilisons quand l'école n'a pas encore de clôture. Nous mettons sur les limites pour servir de clôture. C'est aussi une plante médicinale, non? Oui, c'est aussi une plante médicinale, ça donne de l'ombrage aussi, puis c'est un arbre qui grandit aussi bien, qui est adapté au sol de la préfecture. Vous pensez que ce type de plante, au plan environnemental, ça peut aller, ça protège la nature? Bien sûr. Ce sont des plans qui, d'abord, quand c'est dans l'établissement, bon, pour le premier rôle, c'est apporter de l'ombre pour l'élève. Mais vous avez mentionné le fait que des fruitiers, moi je me souviens encore quand j'étais à l'école primaire, avant même qu'on donne des bulletins, le carnet scolaire pour la fin d'année, on partageait des mangues. Et puis peut-être janvier, il faut que je fasse, je donne le nom. Là, il y avait des manguiers dans l'école. Et quand l'année ne commence pas finie, on colle les mangues. Et sous le mât, toutes les classes groupe A, groupe B et aux membres, on me donnait des mangues avant de nous remettre les bulletins, pas bulletins, c'était les carnets scolaires. Oui. Et ça donne la joie parce que quand on vient à l'école, souvent, on prend soin de ces manguiers et on balaye sous ces manguiers. Là, bon, si réellement, comme l'a dit le capitaine, on met les fruitiers dans des agglomérations. Mais si on peut encore recommencer par mettre ces fruitiers dans les écoles, ça pourrait aider les élèves aussi
bon, pendant la récréation, peut-être à un moment donné où on a faim, on peut aller cueillir une mangue et manger. En dehors de ces arbres que je venais de citer, on met souvent quelques fruitiers dans ces écoles-là. Alors, je posais la question par rapport à la taille des racines, parce qu'après tout, on serait appelé à clôturer ces mêmes écoles. Et vous avez évoqué le cas ici, les gens mettent n'importe quel plant dans la maison et puis après ça agit sur la clôture. Alors, est-ce que ces plantes-là ne développent pas autant de racines? Parce qu'on sait que le mahogany dont vous parlez aujourd'hui, au niveau de certaines rues, et surtout pavées, eh bien, la racine fait que les pavés sont délogés. Est-ce qu'on ne va pas en arriver à ces extrémités au niveau des écoles? Non, pas du tout. C'est pour ça que je disais que quand une école n'a pas encore de clôture, donc ces arbres servent de clôture. Donc ça va rester à long terme. Bon, ça pourra rester autant de temps que il y aurait des moyens pour clôturer cette école. Non, c'est quand même ça l'essentiel. Et c'est quand même le moment de demander en même temps si ces plans seront mis en tête. Il faut en même temps qu'on commence par calculer la distance qui puisse permettre en temps, 10 ans, 15 ans, de mettre la clôture, qu'on puisse voir la distance afin que le jour de la pose ou bien de la fondation, qu'on n'arrive pas à avoir de problème avec les racines qui vont déjà être très enfoncées dans le sol. Alors, les particuliers peuvent-ils bénéficier de ces plans dans le cadre de votre campagne de reboisement au plan national, par exemple? Je viens au niveau de la zone forestière d'Aguanivé, bon, j'ai un espace libre, je veux mettre des plants en terre. Est-ce que vous pouvez m'en donner facilement? Oui, pour conduire la campagne de reboisement, toutes les directions préfectorales de l'environnement et des ressources forestières du Togo produisent des plans, c'est-à-dire assez de plans, mais ces plans sont souvent destinés au ministère sectoriel, comme je venais de le dire, des associations, des groupes organisés. Mais cependant, on peut, par exemple, donner quelques plans à un particulier pour l'encourager ou bien pour le motiver. Mais l'idéal serait d'aller vers les pépiniéristes privés qui produisent les plans que le ministère encourage d'ailleurs et qui vivent de la vente de ces plans. Donc, on ne peut pas au même moment encourager certains acteurs et au même moment jouer contre eux, oui, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà. Mais vous ne vendez pas, vous? On ne vend pas les plans. On ne vend pas les plans. Il n'y a pas de concurrence déloyale? Il n'y a pas de concurrence, mais seulement que si on donne assez de plans à un particulier, cela veut dire qu'il n'ira plus vers les pépiniéristes privés qui vivent de cette activité. Oui, là, ça devient plus compliqué sur le terrain. C'est gratuit au niveau des eaux et forêts. Au niveau des eaux et forêts, c'est gratuit. Pourquoi je vais payer ça encore alors que je veux participer à la protection de l'environnement? Exactement. Vous savez que depuis un moment, l'État togolais encourage l'entrepreneuriat vert. Et dans ce sens, il faut donc que les gens qui s'y donnent puissent aussi avoir un retour pécuniaire pour prendre soin pour résoudre leurs problèmes financiers. Du coup, quand aujourd'hui un jeune s'adonne à cette pratique de produire des plans, le gouvernement l'accompagne afin que ce dernier puisse, bénéficier et gagner de l'argent. Et donc, dans le cadre de la campagne, il faut le dire, des associations, nous-mêmes, on reçoit des plans gratuitement au niveau du centre d'Avier et on accompagne les gens pour faire le reboisement. Maintenant, quand vous êtes particulier, il faut donc participer à cette campagne-là en aidant quelqu'un qui s'est donné la peine d'aller d'abord préparer le terreau, acheter des outils, ou bien des fois le gouvernement l'accompagne en leur donnant certains outils. Et il doit maintenant avoir des bénévoles qui vont l'aider à travailler. Il doit les accompagner et les payer peut-être pour arroser, entretenir le plan, et enlever les herbes dans le pot jusqu'à ce que le plan grandisse. Avant qu'on ne mette ça sur le marché, il faut que la personne puisse payer ceux qui l'ont aidé. Du coup, il faut que nous autres, on puisse l'accompagner aussi en achetant au moins un plan. Vous allez voir que dans cette politique-là, il y a des plans qui ne sont pas donnés gratuitement. Si vous prenez peut-être le TEC, ça se vend toujours. Et vous allez voir que dans chez les agents forestiers, c'est un peu difficile de produire des plans, les TEC chez eux.
souvent les pépiniéristes privés produisent des terres et la vente c'est facile chez eux. C'est pour dire qu'il faut donc aider ces privés-là à gagner de l'argent parce que c'est aussi un travail qu'eux aussi sont en train de faire. Le travail, ça se paye et c'est de jour en jour que les directions les accompagnent avec certains outils et des conseils pour voir comment est-ce qu'ils peuvent soutenir le travail que eux ne font pas parce que les privés doivent aussi faire une partie, la direction fait une autre partie. Et ces deux sont complémentaires. Voilà, réunis et accompagnent le gouvernement pour l'atteinte de ces 1 milliard de plans d'ici 2030 comme prévu. Une transition toute trouvée. Aujourd'hui, ici, on va faire un petit bilan en termes de plans mis en tête dans la préfecture, dans les écoles, ne serait-ce que dans les écoles, depuis le démarrage de cette campagne. On peut parler de combien à peu près? Oui, on peut estimer le nombre de plans mis en terre dans 8 écoles, établissements scolaires différents et à 2000. À 2000 plans de différentes espèces. Et vraiment, le résultat est positif. Et je vais dire ici que au-delà de participer ou bien de contribuer à l'atteinte des objectifs d'abord quinquennal qui est de porter ici la couverture végétale qui est de 24,24% à 25% et l'ambition décennale qui est de mettre en terre d'ici 2030 1 milliard de plans. Il faut voir l'initiative sous un autre angle qui est d'amener la jeunesse à prendre conscience de la nécessité de protéger l'environnement. Voilà le bilan et puis l'objectif, on peut dire que c'est atteint. C'est atteint. Quand je fais le tour dans des écoles où nous sommes déjà intervenus, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se fait. Adjakou, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que le gouvernement a vu juste, même si on a dit depuis 1977, c'est il y a seulement 3 ans qu'on a pris l'initiative d'étendre cette action, d'abord au niveau des écoles, mais au-delà, la campagne de reboisement. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a vu juste? Vu juste, oui, cela devait démarrer depuis, mais bon, vous savez, quand vous avez un programme à élaborer ou bien un programme à réaliser, il faut aller étape par étape. Là, vu juste, à ce moment, on peut dire oui, parce que les effets changement climatique aujourd'hui, ça tue tout le monde. Et si on n'arrive pas à vite se lever, on aura assez de problèmes dans l'avenir. Du coup, le fait de mettre en place ces activités rapidement pour, redonner le blason à notre couvert végétal, c'est déjà une bonne nouvelle. Et il faut qu'on rappelle cela qu'aujourd'hui, il y a ce problème de manque de financement pour que réellement les gens puissent se donner totalement. Là, c'est un problème qu'il faut soulever. J'espère que les autorités sont à l'écoute. Manque de financement à quel niveau? Au niveau pour accompagner ceux qui s'adonnent à l'activité. Si moi je veux faire un petit, je veux faire un petit bilan de la chose, si vous voyez aujourd'hui lors des reboisements, il y a des gens qui ont l'envie vraiment de reboiser, mais manque de financement, manque d'argent, n'arrivent pas à acheter les plants. Si réellement on veut encore les aider, on parlait tantôt de l'achat des plants chez les privés. Pourquoi ne pas encore augmenter un peu? Bon, j'ai juste la cagnotte ou l'accompagnement au niveau des pépiniéristes afin que les plants soient moins chers. Voilà, c'est parce qu'il faut le dire. Hein. Aujourd'hui, si on prend 10% de Togolais, au moins 8% ont envie de reboiser. Mais où trouver les plants? Les plants sont là. Maintenant, comment avoir accès à ces plants? C'est un peu ça aussi que je vois souvent sur le terrain. Mais on peut aussi aller dans la nature sauvage pour chercher des plants? Oui, naturellement. Il y a comment ils appellent ça, des stums qu'on peut enlever et partout sous les taqueraires. Même il y a des jeunes plants de Nîmes. Oui, on peut naturellement aller. Donc il n'y a pas une sélection spécifique qui soit faite au niveau des eaux et forêts ou des pépiniéristes qui soit particulière à tout ce qui pousse dans la nature. Dès qu'on trouve un arbre qu'on peut repiquer,
eh bien, on peut aller dessoucher et commencer sa campagne. Ça dépend de l'objectif de la personne. Par exemple, il a mentionné ici le tech. Le tech, tout le monde sait que c'est abus commercial ou peut-être c'est pour gagner de l'argent que les gens mettent en terre le tech. Donc, si la personne veut, et dans 15 ans, commencer par profiter des fruits de son travail, donc il choisit ce qui l'arrange. Le tech, en fonction de l'ambition. Voilà, c'est ça. Le tech, le kaya, le Sénat, il y a des essences à croissance rapide aujourd'hui qu'on utilise pour le bois énergie. Ça dépend de l'objectif de tout un chacun. Je voulais revenir par rapport à la question que vous venez de poser aux journalistes environnementaux pour dire que je vais vous lire un extrait. Je ne sais pas si vous connaissez le GIEC. Oui. C'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat des Nations Unies qui estime que le réchauffement climatique le réchauffement de la planète atteindra 1,5 degré Celsius dès le début des années 2030. Ce qui veut dire qu'il faut déjà commencer à s'adapter, à chercher des mesures d'adaptation. Donc le gouvernement a vu juste en se focalisant sur la jeunesse. Il faut vraiment se préparer. Parce que l'avenir appartient à cette jeunesse-là. L'avenir appartient à cette jeunesse. Est-ce que vous avez instauré, ça c'est ma vision des choses que je veux vous soumettre, un petit encouragement pour ces élèves pour dire, bon, on a mis aujourd'hui peut-être 20 plants en terre, vous êtes 20 à être sélectionnés, mais si toi tu prends plus soin de ton arbre à la fin de l'année, comme il a dit tout à l'heure, on distribue des mangues, eh bien tu auras peut-être un bic supplémentaire, un cahier, oui, ou bien toute autre chose pour les engager davantage. Est-ce que c'est prévu? Merci beaucoup, c'est en réflexion. Nous y pensons et cette année justement, je ne sais pas si je peux le dire ici, quand nous préparions la rentrée scolaire VET, vous savez que c'est avec toutes les autorités, j'ai contacté le maire Agogne UV2 qui me disait que vraiment il va falloir adopter des stratégies, des manières pour encourager ces écoles-là. C'est vrai qu'il y a 3 ans de cela que nous avons fait. Pourquoi ne pas mettre un prix pour ces écoles? C'est-à-dire après 3 ans, il faut faire une évaluation. Et on donne un prix à la meilleure école. Et donc nous avons pris en compte ces recommandations et on y réfléchit. Mais au niveau national, ça se fait déjà. Il y a déjà le prix du meilleur rebaseur qui se fait depuis, je crois que ça va faire 4 ans que nous faisons ça. Chaque année, on prime le meilleur rebaseur. Donc ça va venir au niveau des écoles. Des entreprises aussi. Parce que Wanty va commencer bientôt à reboiser également ses rues. Donc on sera distingué? Pas forcément, parce que aujourd'hui les questions environnementales ont besoin d'une bonne communication. On va peut-être même priver les médias comment on dit ça, primer voilà, les médias qui communiquent plus sur les questions de l'environnement. Il faut que vous aussi, acteurs et actrices de l'environnement, vous soyez disponibles pour nous permettre donc de communiquer davantage sur cette question. En tout cas, Hervé fait déjà très bien son travail. Lui, quand on le sollicite sur les questions environnementales, il est toujours présent. Et je crois que c'est le lieu de lui témoigner cela et lui demander également si cet encouragement, ces prix mis en valeur au niveau des écoles, par exemple, peut susciter encore plus d'adhésion au niveau du système des acteurs de l'éducation. Ça va susciter assez d'engouement. Parce que déjà, si on ne compte pas le faire, l'école va encourager encore ses élèves. Et quand un élève voit qu'il a reçu un prix parce qu'il a pris soin d'un plan, ou bien l'école a reçu un prix au nom des élèves qui ont pris soin de leur plan et que les plans grandissent, vous ne voyez pas que peut-être, vous savez souvent que quand on prend les écoles au Togo, la plupart des écoles publiques ont assez d'espace pour faire le reboisement. Vous ne voyez pas que quand une école publique commence par recevoir ces prix, permettez-moi, ce n'est pas, les gens vont quitter certaines écoles pour les écoles publiques. Bon, c'est juste. Votre dernier mot, capitaine Amantou, on a fini. Merci beaucoup. Je tiens à réitérer ici mes remerciements pour nous avoir invités ce matin sur ce plateau. Et j'invite la population d'Agogne UV
à s'approprier des projets de reboisement qui s'effectuent dans la préfecture. Et aujourd'hui, le message que j'ai envers la population, c'est la pollution due à l'utilisation des sachets plastiques. Si chacun, dans son quotidien, peut diminuer la consommation des sachets plastiques, l'utilisation, quand il dit consommation, ça a son sens, c'est-à-dire l'utilisation des sachets plastiques, on réduirait au maximum la pollution due aux sachets plastiques. C'est une brèche que vous avez ouverte qui sera donc objet peut-être d'une discussion à laquelle peut-être vous serez invité si vous êtes disponible à participer également. Merci donc à vous, Hervé Adjaro. Il n'y a plus de mots de fait pour vous parce que le temps imparti donc à cette émission est terminé. Merci à vous, capitaine Amadou Sunka Abatou, vous êtes directeur préfectoral environnement à Guanivé. C'est avec vous que nous avons fait donc le bilan de cette politique gouvernementale qui vise donc à impliquer les enfants dans la protection de l'environnement à travers la rentrée scolaire verte. À chacun et à tous, merci de nous avoir suivis. C'était votre émission One Morning sur One TV. À très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.